Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Voilà, j'ai donné l'ordre au porte-avions Charles de Gaulle à ses moyens aériens, à son escorte de frégate de faire route vers la Méditerranée. C'est une des informations principales de cette allocution. Emmanuel Macron, qui, on va l'écouter, appelle également à la reprise des discussions. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Est-ce que c'est pas un peu tôt de lancer cette idée d'arrêter les frappes alors que le président américain Donald Trump a dit qu'il y en avait pour 3, 4, peut-être 5 semaines et de toute façon il y avait suffisamment de munitions pour qu'on continue au-delà de ce délai. Israël est en pleine prise des derniers bastions du Hezbollah dans le sud Liban. C'est assez disruptif, j'allais dire, à appeler à la fin des combats, Alexis de la Fontaine. Oui, et en même temps, ce qui est surprenant, c'est que le président annonce également la création d'une coalition, enfin la volonté au moins de créer une coalition pour reprendre le détroit d'Ormuz aux Iraniens. Donc on imagine bien qu'ils vont aussi reprendre le détroit d'Ormuz par la force, et donc là aussi ça va engendrer de nouveaux conflits avec l'Iran et une escalade aussi sur ce niveau-là. Donc appeler à la fin des frappes et en même temps appeler à la création d'une coalition pour faire la guerre à l'Iran, c'est un peu là aussi contradictoire. Est-ce que c'est antinomique, Philippe Etienne ? Dans l'appel à renouer la négociation, il y a pas seulement l'historique que je mentionnais, mais aussi la prise en compte sans doute des conséquences de la poursuite de cette guerre, conséquences humanitaires bien sûr, mais aussi économiques. Le président de la République a évoqué les conséquences notamment sur le prix de l'énergie. Donc c'est toute cette série de conséquences qu'il faut aussi prendre en compte, plus l'incertitude sur ce à quoi aboutira cette guerre. Mais sur le fait de demander l'arrêt des frappes comme si l'on pouvait les arrêter demain ou après-demain ou à la fin de la semaine, c'est pas forcément... D'abord, personne n'a l'idée que ça puisse s'arrêter comme ça tout de suite. On ne sait pas en fait. On ne sait pas parce que c'est une décision qui n'appartient pas à la France, qui appartient d'abord aux États-Unis. Mais effectivement, compte tenu de ce qu'a dit le président américain, c'est improbable. Il a parlé de 3 à 4 semaines. C'est ça. Il a même évoqué ce qui paraît très, très contradictoire avec sa promesse de ne pas lancer de nouvelles aventures militaires à l'étranger. Ça, bien sûr, peut-être, pourquoi pas au sol. Donc, on ne sait pas trop en fait ce que le président Trump va En tout cas, vu décider. l'intensité des combats, on a du mal à croire, Alexandre. On a du mal à l'imaginer, c'est vrai, mais bon, il y a toujours cette incertitude. Alexandre Malafaye. Là, on est quand même tenté de penser qu'ils vont essayer d'aller au bout, ou en tout cas le plus loin possible, à défaut de faire tomber le régime, de mettre le pays à genoux, malheureusement pour les Iraniens, mais pour finalement faire petit à petit que cette stratégie de destruction lente mais engagée depuis la guerre des 12 jours finisse par faire en sorte que le régime finisse par tomber de lui-même à un moment ou à un autre, ou parce qu'il y aura le mouvement intérieur qui aura fait que. Et c'est vrai qu'après on peut toujours appeler à l'arrêt des frappes, mais je crois qu'à un moment donné il faut avoir raison gardée, il faut peut-être laisser l'action se mener. Alors après il y a une grammaire, vous la connaissez mieux que moi, monsieur l'ambassadeur, les messages envoyés par certaines frappes de la part des des Iraniens, notamment quand ils frappent sur des installations gazières ou pétrolières. Il faut décrypter ça, parce qu'on savait a priori que l'Iran avait une capacité de résilience extrêmement préparée, forte, avec différents degrés de préparation pour assumer ce type d'attaque. Donc ils ont une capacité, et ils le montrent, y compris avec ce qu'ils ont fait à Chypre, à envoyer des messages très forts pour dire on va prolonger la région dans le chaos, on ne plaisante pas. Donc c'est ça où après il faut se poser la question du jusqu'où on va, parce que peut-être que ça peut finir par coûter en effet particulièrement cher. C'est tout à fait la stratégie du régime iranien, vous avez absolument raison. Un dernier point peut-être, si vous me permettez, Philippe Etienne, concernant cet appel à la diplomatie. Il ne faut pas oublier, outre la responsabilité propre dans ces affaires nucléaires iraniennes des 3 pays européens, Royaume-Uni, Allemagne, France, je répète, la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Nous sommes, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons un certain devoir aussi vis-à-vis de la sécurité internationale. Nous sommes dans notre rôle aussi d'appeler à que des discussions reprennent. C'est aussi notre rôle.
Après, C'est-à-dire qu'on met entre parenthèses le timing, on verra combien de temps ça dure, mais en tout cas, on est dans un rôle où Oui. on souhaite, en fait, c'est plus un souhait, un vœu, que ces combats cessent au c'est plus une vite. responsabilité, je C'est crois. ça. Et pour C'est pas forcément contre le timing du président américain et pour reprendre du ce que vous Premier ministre disiez israélien. sur les États-Unis, je n'imagine pas qu'il n'y ait pas eu, par rapport à ce qu'a dit le président sur le fait qu'on ait détruit des drones dans le ciel, il y a évidemment forcément, j'imagine, des coordinations. On ne peut pas lancer des opérations comme ça. Donc les Américains d'ailleurs savent la valeur, moi je l'ai vu comme ambassadeur, la valeur de notre armée. Nos forces armées sont appréciées aux États-Unis. Et d'ailleurs hier ou avant-hier, le président Trump, en critiquant le Premier ministre britannique à cause du refus de celui-ci, au début, d'utiliser la base de Diego Garcia, a eu des paroles plutôt positives sur l'Allemagne et la France. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce rôle, chacun dans son rôle. Oui, puis on sait faire la guerre ensemble, si je peux dire. On sait mener des opérations interarmées dans le cadre de l'OTAN ou ailleurs. On a une véritable interopérabilité, donc on peut jouer la partie ensemble. Alors justement, sur l'envoi du porte-avions, écoutez Emmanuel Macron. Face à cette situation instable, aux incertitudes des jours à venir, j'ai donné ordre que le porte-avions Charles de Gaulle, ses moyens aériens, son escorte de frégates fassent route vers la Méditerranée. Mes chers compatriotes, je voulais ce soir vous rendre compte de la situation et de nos actions. Beaucoup de choses sont encore instables, mais la France demeure une puissance qui protège les siens, une puissance attachée à la paix, fiable, prévisible et déterminée. Alors justement, pendant que vous écoutiez Emmanuel Macron, nous ici dans ce studio, on se demandait combien de temps allait mettre le porte-avions pour arriver. Il est où actuellement ? Il était stationné Alexis à Malmö pour une mission en mer Baltique. Qui devait commencer Malmö en Suède. À Malmö en Suède évidemment, qui devait commencer la semaine dernière. Et donc le temps de faire route, parce c'est un long chemin, il va maximum à 45 nœuds. Il sera pas en Méditerranée orientale avant 2 semaines. Ouais, donc ça, et puis l'escadre qui suit, c'est-à-dire que la formation de l'escadre, elle est. Ça veut quand même dire qu'on n'a pas du tout été prévenu de quoi que ce soit depuis un long moment. C'est vrai que cela dit, on était un peu focalisé sur le Groenland. Non, mais là, pour le coup, ça corrobore ce que disait le président en disant la France ni prévenue ni impliquée. Bon, là, en l'occurrence, elle est impliquée puisqu'on envoie le porte-avions. Et non, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez sur Emmanuel Macron qui demandait la fin des frappes. Moi, j'ai l'impression qu'il s'adressait plus à la situation entre le Liban et Israël, parce qu'il ne voulait pas que ça s'envenime sur ce côté-là du Moyen-Orient, parce que il a dit le Hezbollah fait une faute majeure en attaquant Israël, et il a appelé Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Et je pense que sa crainte réelle, c'est que ça s'envenime dans cette région. Et le Hezbollah qui est lâché par les autorités libanaises. Vous avez raison, c'est un accent particulier dans le discours du président sur le Liban. D'abord, le Liban est traditionnellement suivi par la France et sa diplomatie. Et lors de l'épisode précédent, la France et les États-Unis avaient négocié un cessez-le-feu. Et donc, c'est évidemment très important pour nous, comme pays, comme France, que le Liban soit protégé autant que possible. Alors qu'on avait un gouvernement libanais qui commençait à contrôler un peu mieux à travers le monopole de son armée. En tout cas, le Hezbollah. Le Liban a lâché le Hezbollah et d'ailleurs l'armée libanaise s'est retirée du sud Liban pour permettre justement l'arrivée des forces israéliennes. Mais l'influence de la France est beaucoup plus forte au Liban et notamment sur la fin des frappes et on va dire un apaisement du conflit au Liban plutôt qu'en Iran où là vraiment la situation n'est pas entre nos mains et c'est les États-Unis et Israël qui ont toutes les cartes. Alors que dans le Liban, on a beaucoup plus d'impact. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que l'appel du président s'adressait concernait l'ensemble du conflit, mais au Liban en particulier, nous avons un rôle important. Surtout qu'il y a une crainte d'un envahissement terrestre d'Israël au Liban. Le recours au Charles de Gaulle, qui sans être là pendant au moins 2 semaines, porte une signification. C'est-à-dire que le Charles de Gaulle, même en étant absent, porte un message diplomatique. Et là, je m'adresse aux diplomates qui... Non, mais je pense qu'on a tous vu l'arrivée, si je puis dire, du Charles de Gaulle dans le discours du président. À la fin, c'est un message. C'est un message politique. Oui. C'est un message. C'est l'as de pique. Qui complète tout ce qu'on fait déjà. Les avions qui protègent nos emprises militaires, la protection de nos alliés, c'est la projection de notre rôle et qui est aussi un rôle de puissance.
Sur l'arrêt des frappes, il me semble qu'il en a parlé à 2 reprises au début, le président, au démarrage de son intervention, par rapport à ce qui se passe dans le Golfe, mais aussi, et vous avez raison, sur ce qui est en train de se mettre en place avec le Liban, et ce qui est profondément dommageable, ça c'est sûr, parce que pour une fois, le Liban avait l'occasion de redémarrer quelque chose. Bon, on verra combien de temps ça dure. Mais moi, ce qui me confirme en tout cas, c'est que ce Hezbollah est un mouvement profondément nuisible. Et que là encore... Vous le découvrez, Alexandre ? Non, mais ça le confirme à un point que, quelque part, je peux dire que ça justifie aussi qu'on ne fasse pas de cadeaux à des organisations comme celle-là. On ne sait pas comment s'en débarrasser, on ne coupera jamais l'intégralité de la tête du serpent. Enfin, ça repousse toujours, mais il faut leur faire une chasse sans pitié, parce qu'on voit le caractère vraiment destructeurs. En l'occurrence, là, ils sont utilisés, instrumentalisés, ils repartent au combat et on voit les conséquences que ça emporte. Mais la branche politique du Hezbollah a encore 2 postes au gouvernement libanais. Ils ont encore 2 postes. C'est le problème du Liban.